Donc, merci déjà à PEA pour l'invitation, puis surtout pour tout le travail qui a été fait, hein. Karine, ça n'arrête jamais. Et merci à toutes les participantes et participants qui sont là ce soir pour parler de nutrition végétale. Je pense que c'est un sujet qui est important parce qu'il y a une mode des ex-véganes ces temps. Je ne sais pas si vous suivez un peu les anglophones aussi, mais je crois la nutrition végétale, c'est extrêmement simple et facile. C'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de faire de hautes études pour savoir manger. Mais par contre, il y a 2-3 erreurs à pas faire, je pense. Et puis, c'est pour ça que j'ai préparé cette conférence ce soir sur les mythes, les choses qu'on entend en général sur l'alimentation. Donc, moi, je suis chiropraticienne. J'ai choisi la chiropratique parce que j'ai toujours été passionnée de santé. Je ne vais pas vous faire toute mon histoire, mais en gros, un petit résumé. J'ai toujours été en surpoids. J'étais une enfant en surpoids toujours. J'étais un bébé obèse. J'ai même été diagnostiquée obèse. Dans les années 70, ça ne se faisait pas tellement. En fait, ce n'était pas vraiment quelque chose qui était très à la mode. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus courant, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et j'étais encore au lait maternel. Donc, ce n'est pas parce que je mangeais, enfin, parce que ma mère me donnait des poudres de lait ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, donc ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours été en surpoids malgré le fait que je mangeais à peu près correctement depuis toujours. Et donc justement, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était ce qui m'intéressait d'un point de vue santé, c'était pourquoi j'avais plein de copines qui faisaient 20 kilos de moins que moi et qui buvaient du coca et qui mangeaient des biscuits et qui, elles, justement, n'étaient pas en surpoids comme moi, qui faisaient des efforts pour pas faire ce genre de choses. Et donc, c'était surtout justement, la nutrition spécifiquement m'intéressait. J'ai choisi la chiropratique parce qu'en Suisse, c'est une formation médicale complète. On a un cursus universitaire standard, hein, bachelor, master, doctorat et postgrad spécialiste. Et j'ai choisi ça pour avoir la meilleure formation possible d'un point de vue physiologie pour comprendre le corps humain. Et puis justement, comme je disais, j'ai toujours eu un intérêt particulier pour la nutrition à cause de mes problèmes de poids. Donc ça fait 25 ans que je n'ai pas mangé de viande et je suis devenue végane il y a 11 ans après avoir lu le rapport Campbell. Et ça, c'était vraiment une des réalisations incroyables que j'ai eues, c'est que la majorité des informations en nutrition qu'on reçoit, elles sont sponsorisées par les lobbies. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas avoir des informations neutres et indépendantes. Donc on me critique souvent, j'entends souvent la critique, justement, vu que je suis végane, mes informations vont être biaisées. Mais moi, j'aimerais vous dire le contraire. En fait, je pense qu'on a tendance à penser qu'on doit manger de la viande et du coup, on est biaisé par ce point de vue-là, alors que la science indépendante de qualité nous montre vraiment que les informations sont totalement inverses. Donc voilà, alors je vais commencer. Ah, oups, ça ne marche pas maintenant. Non, j'arrive pas à changer les slides. Ah, voilà. Oui. Ça, c'est bon. Ah oui, bon, voilà, ça, c'est ça que j'aurais dû vous montrer avant. Donc ça, c'est mon... Justement, après avoir lu le rapport Campbell, j'ai fait toutes les formations en nutrition végétale qui existaient à l'époque. Aujourd'hui, il y en a encore 2-3 de plus. Si jamais il y en a qui sont intéressés, vous pouvez me dire. Je peux vous guider dans la bonne direction. C'est toujours en anglais, malheureusement, mais voilà, bref. Donc, la première question qu'on reçoit en général si on est vegan, donc s'il y a des véganes parmi vous, je pense que vous avez déjà entendu ça, hein, mais où est-ce que tu trouves tes protéines? On a l'impression que les protéines, c'est le truc magique pour être en bonne santé, alors c'est important hein, d'avoir mangé des protéines, mais c'est pas aussi, on n'en a pas besoin d'autant qu'on pense. Donc, les protéines, elles sont faites d'acides aminés. Les acides aminés, c'est des petites molécules. On peut les comparer un peu aux lettres de l'alphabet, hein, puis on peut les prendre, les mettre ensemble différemment, puis faire des protéines différentes, comme on ferait des mots différents avec différentes lettres de l'alphabet. Et on en a 20, dont 8 ou 9, ça dépend des textes qu'on utilise, qu'on dit essentiels, ça veut dire qu'on ne peut pas les faire nous-mêmes, on doit les obtenir de l'extérieur, hein, donc d'une source alimentaire pour pouvoir les utiliser. Ce qu'il faut savoir, qui est le plus important, c'est que chaque acide aminé qui existe est fait par les plantes à la base. On va simplement les recycler quand on les mange. Donc, quand on mange certains acides aminés, donc certaines protéines dans la viande, elles viennent toujours d'un animal qui a mangé des plantes à la base pour pouvoir faire ces protéines. Donc, vraiment, on n'a absolument pas besoin de viande du tout ou de produits laitiers ou de produits ou d'œufs ou quoi que ce soit. Donc, pas du tout de produits animaux pour avoir assez de protéines. D'ailleurs, l'OMS nous recommande 0,8 g de protéines par poids optimal, hein, corporel donc. Et ça correspond vraiment à presque la moitié de ce qu'on a tendance à manger si on a un régime carné
standard. Ça correspond aussi environ à 10% des calories quotidiennes. Donc c'est très facile, c'est très facile à obtenir simplement par une alimentation 100% végétale normale. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts particuliers, on n'a absolument pas besoin de combinaisons particulières non plus. Ça, c'est des mythes qui ont été révoqués il y a longtemps, mais on continue de les entendre toujours pour faire peur aux gens. Mais il y a vraiment, quand j'ai commencé à étudier ça, j'ai volontairement pas regardé quelle protéine était plus faible, dans quel acide aminé, enfin quel aliment était plus faible, dans quel acide aminé, pour être sûr de ne pas faire des combinaisons justement inconscientes. Et vraiment, c'est vrai, il n'y a vraiment pas de problème. On n'a aujourd'hui aucun cas médical, comment on dit, aucun... il n'y a jamais eu comment on dit, quelqu'un qui a été diagnostiqué de carence en protéines qui n'est pas justement soit anorexique ou qui a une autre maladie en général. Je vais y arriver, je panique un petit peu, hein, ça fait longtemps que j'ai plus fait de conférence. Et ce que vous pouvez aussi voir, si jamais il y a un documentaire super bien qui a été fait, c'est le Game Changers, qui nous montre justement qu'on peut même être au top de notre forme à tous les sports possibles et imaginables, que ce soit de l'endurance ou faire des choses plus intenses, genre sprint ou musculation ou autre. C'est vraiment un documentaire qui est super bien, qui vaut la peine d'être vu. Il est hyper bien documenté, ça vaut vraiment la peine. Ah, ça marche de nouveau pas. Pourquoi j'arrive pas à changer mes slides? Voilà. Oups. Le deuxième sujet, c'est les glucides. Ça, c'est une autre chose qu'on entend toujours. Hein. Les sucres, c'est très mauvais, c'est dangereux, tout ça, tout ça. Hein. Ça, c'est vraiment le gros sujet qui fait peur aux gens. Il ne faut surtout jamais manger de pommes de terre, il ne faut pas manger de pâtes et des choses comme ça. Ce qu'il faut bien comprendre là, c'est qu'il y a effectivement des sucres qu'il faudrait éviter, qui sont les sucres raffinés, donc les farines blanches, les confitures, jus de fruits, boissons sucrées, ce genre de choses, parce que ça nous amène ce qu'on appelle des calories vides. Hein. On a des sucres auxquels on a enlevé tout ce qui était bon, donc on a enlevé les fibres, les protéines, les graisses, tout ce qui va avec, et donc bien sûr tous les antioxydants, les vitamines et autres. Par contre, justement, les glucides qu'on appelle complexes, donc qui sont sous forme complète, sont... en gros, c'est ce qui donne la meilleure énergie pour notre corps. Toutes nos cellules fonctionnent au sucre. Et justement, le meilleur apport vient des glucides complexes, ça veut dire sous forme non transformée au maximum. Donc le riz complet, par exemple, les justement pommes de terre, les topinambours, je ne sais pas pourquoi je dis ça, les lentilles légumineuses et tous ces aliments-là. Sous forme complexe, on reçoit justement des glucides qui sont attachés les uns avec les autres, qu'on va devoir digérer, donc qui vont nous donner un apport lent de sucre dans le sang qui va nourrir nos cellules et en plus nous amener des fibres, des antioxydants, des vitamines et tout ce qu'on a besoin pour être en pleine forme et avoir la meilleure énergie possible. Quand on mange, justement, quand on élimine les sucres ou quand on évite les sucres, donc sous forme complexe, bien sûr, ce qu'on fait, c'est qu'on force notre corps à utiliser des graisses et des protéines pour faire du sucre. Donc ça, c'est une énergie qui est sale parce que ça crée des déchets, alors que quand on mange directement les glucides complets, que si c'est notre source d'énergie de base, on va avoir justement une bonne énergie durable. Et donc là, j'ai juste un exemple. Il continue de me faire ça. Voilà, là j'ai quelques exemples pour les glucides complexes et glucides simples. C'est assez logique, hein, si vous avez compris ce que j'ai bégayé juste avant. C'est assez facile à comprendre. On n'a pas besoin d'éliminer tout complètement. On peut utiliser un peu de sirop d'érable pour sucrer quelque chose. On peut manger des pâtes une fois de temps en temps. Ce n'est pas la fin du monde. Mais il faudrait vraiment favoriser les glucides complexes pour une alimentation saine et variée. Le prochain sujet, c'est le fer. Le fer, c'est toujours justement, c'est de nouveau un sujet dont on parle toujours. J'ai toujours des gens qui me disent je ne peux pas arrêter de manger de la viande parce que j'ai parfois des carences en fer. Il n'y a aucune littérature scientifique qui montre que les véganes ont plus de carences en fer que les carnistes. Donc on sait que ça n'a absolument rien à voir. Quelqu'un qui a de la peine à assimiler le fer va avoir de la peine à l'assimiler, qu'il soit d'origine animale ou d'origine végétale, ça ne change rien. J'ai d'ailleurs, moi, pas mal de patientes qui sont devenues véganes, qui n'ont plus de problème d'anémie. Mais là, il n'y a pas vraiment de... Ça, c'est juste des cas... c'est des anecdotes, en fait. On ne peut pas prendre ça comme
comme fait scientifique, mais moi j'ai vu ça déjà plusieurs fois. Si on améliore notre alimentation, on améliore notre flore intestinale et on améliore l'absorption des nutriments dont on a besoin. Donc, comme d'habitude en nutrition, on fait beaucoup de réductionnisme. Hein, donc, il y a une vérité, c'est que le fer héminique qu'on trouve dans la viande, il est mieux absorbé que le fer non héminique qu'on trouve dans les plantes. Et bien sûr, on pense que comme on a des gens qui sont en carence de fer, c'est forcément une bonne chose, alors qu'en fait, c'est tout à fait le contraire. Le fer est hyperoxydant et on a tendance à avoir des... Enfin, c'est hyperoxydant, ça favorise les maladies cardiovasculaires, le cancer et toutes ces choses-là quand on en a trop. Et justement, un bon taux de fer dans le sang, il serait plutôt plus bas que plus haut. Et justement, ce fer non héminique, il est positif parce qu'il est moins bien absorbé, parce qu'on va l'absorber que dans la mesure de ce dont on a besoin. C'est-à-dire que si par hasard, vous avez quelqu'un qui est totalement sédentaire et qui décide de se mettre au marathon puis qui commence à s'entraîner, il va commencer à utiliser beaucoup plus de fer, absorber beaucoup plus de fer parce que les besoins en oxygène seront augmentés et du coup l'absorption de fer va être adaptée aux besoins de la personne et pas incontrôlée, absorbée de toute façon. Donc on a besoin de 8 mg par jour pour les hommes et les femmes ménopausées et 18 mg par jour pour les femmes en âge de procréer pour les simples raisons logiques du cycle menstruel. J'espère que j'ai tout dit. Si vous avez des questions à la fin ou vous n'avez pas compris ce que j'ai dit parce que je parle trop vite, vous pourrez me les poser. Et puis j'ai de nouveau ça qui ne marche pas. Voilà. Oups, ah oui, j'ai sauté ça. L'autre chose, c'est le calcium. Hein, ça fait paniquer tout le monde aussi parce qu'on pense que les produits laitiers sont les seules sources de calcium dans l'alimentation et ils ont fait une super bonne publicité pour nous faire croire ça. Hein, donc, la plupart des gens pensent qu'effectivement, la seule bonne source de calcium est celle-là. Le calcium, il est extrêmement important pour les os et les dents, mais c'est aussi utilisé pour les contractions musculaires, le rythme cardiaque, la coagulation du sang. Enfin, c'est le sel minéral qui est le plus abondant dans le corps, donc on en a effectivement besoin. Mais les recommandations officielles en Suisse, elles sont 1000 mg par jour. Chaque pays est un tout petit peu différent, mais je crois que les États-Unis sont carrément à 1500 mg par jour. Et l'idée là derrière, c'est qu'on continue d'avoir de l'ostéoporose dans les populations occidentales. Et du coup, comme on pense qu'il n'y a que du calcium dans les os, on continue d'augmenter les recommandations alors que l'OMS nous recommande au minimum 400 à 500 mg par jour, qui devrait être suffisant. Et ça, c'est extrêmement facile à obtenir par les plantes. Même 1000 mg est faisable aussi, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'autant. En fait, c'est la qualité du calcium qu'on mange qui est importante. Justement, le calcium dans les plantes, on le trouve, il va être absorbé. Ça marche de nouveau pas. Voilà. Le calcium qu'on trouve dans le lait, en fait, le calcium qu'on trouve dans le lait a été mangé par une vache, le calcium qu'on trouve dans le lait, c'est une vache qui a mangé des plantes qui contenaient du calcium. Le calcium, ça se trouve dans la terre, ça se retrouve dans les plantes qui sont ensuite mangées par les animaux. Donc, nous, on vous propose toujours simplement de sauter l'intermédiaire animal et de manger directement la plante qui va vous amener un calcium alcalinisant de meilleure qualité que vous allez pouvoir stocker et garder dans vos tissus. Ce qu'il faut savoir aussi pour le calcium, c'est qu'on a certaines choses qui aident l'absorption et la conservation du calcium et d'autres choses qui font l'inverse en fait. Donc on sait que pour améliorer la solidité des os, par exemple, on a besoin de sport, surtout les sports qui ont des chocs comme la marche, la course à pied, les choses comme ça. Ça va aider justement la solidité des os parce que ça les oblige à se renforcer, on leur crée un stress et donc ils vont vouloir se renforcer. La nutrition végétale, parce qu'elle est alcalinisante, ça évite justement de perdre trop de calcium dans les urines et donc forcément complète, hein, comme on discutait déjà avant. Et puis les points négatifs pour le calcium, c'est les protéines animales parce qu'elles sont acidifiantes, elles ont tendance à augmenter l'élimination du calcium dans les urines. La junk food, hein, tout ce qui est raffiné, tout ce qui est frit, toutes ces choses-là, c'est aussi acidifiant. Ça va aussi... Déjà, non seulement ça ne contient pas vraiment de calcium, mais en plus, ça élimine le calcium dans les urines. Et la fumée, toujours ça, si vous fumez, il faut arrêter pour toutes les raisons possibles et imaginables. Et la sédentarité. Donc, c'est ce que je disais avant, les os, ils vont se renforcer si on leur demande un effort et si on ne leur demande pas d'effort, ils vont perdre de la masse très rapidement. On sait ça avec les gens qui sont alités. Hein. Il suffit de pas long pour perdre déjà de la force osseuse.
Non, toujours pas. Ouais, ben voilà, maintenant je suis... Voilà, et la fameuse B12 dont tout le monde aime parler toujours. J'ai suivi la conférence à Florence Delry. Je pense que si vous aviez suivi cette conférence, vous êtes déjà bien au point. Ça a été très, très discuté à la fin. Hein. Mais on va en parler aujourd'hui quand même parce que peut-être tout le monde n'y était pas. Ce qu'il faut savoir pour la B12, c'est qu'elle est produite par une bactérie. Elle n'est pas produite ni par la viande ni par les plantes, mais par une bactérie. C'est une bactérie qu'on trouve dans le sol et aussi dans les eaux stagnantes, en fait, tout ce qui ne bouge pas, qui permet aux bactéries de se reproduire. On la retrouve dans le côlon, malheureusement, dans notre côlon, donc, mais malheureusement, tout ce qu'on réabsorbe du côlon, c'est de l'eau. Donc, en théorie, on ne peut pas réabsorber la B12 de notre côlon, malheureusement. Et donc, on la trouve dans les produits animaux et dans les compléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les animaux d'élevage sont complémentés, que ce soit en B12 ou en cobalamine ou quoi que ce soit. Tant qu'ils reçoivent de l'alimentation par les humains, il y a de la B12 dedans. Donc, il n'y a rien de plus naturel ou... c'est en général ça qu'on donne comme argument, hein, que c'est plus naturel de manger de la viande pour avoir de la B12. Voilà, c'est pas plus naturel parce qu'ils reçoivent de la B12 de toute façon. Et surtout, il faut savoir que environ 4 personnes sur 10 qui mangent des produits animaux est carencée en B12. On a la Framingham Study qui montre ça depuis bien des années et personnellement aussi, je vois chez mes patients, les mangeurs de viande sont carencés en B12 très régulièrement. C'est vraiment une carence qui est assez standard et d'ailleurs, on a des recommandations pour les personnes de plus de 50 ans de prendre un complément B12 de toute façon, qu'ils mangent de la viande ou pas. Les recommandations, c'est 25 à 250 microgrammes par jour ou alors une fois par semaine, 2000 à 2500 microgrammes. Moi, je recommande toujours le une fois par semaine parce que ça coûte nettement moins cher et c'est mieux absorbé si on le prend en une grande dose une fois par semaine que si on le prend un petit peu tous les jours. C'est simplement beaucoup plus simple. Enfin, et puis justement économique de faire comme ça. La B12, c'est la seule vitamine qui n'a jamais montré aucune toxicité à part justement de toutes les vitamines. Hein. Toutes les autres vitamines peuvent potentiellement être toxiques si, pas forcément toxiques, mais en tout cas acidifiantes si elles ne sont pas nécessaires. La B12, c'est la seule qui a vraiment jamais montré aucune toxicité, donc on n'a aucun risque d'excès. Avec ça, après, ça ne vaut pas la peine d'en prendre une tous les jours à 2000 microgrammes, hein, on est bien d'accord quand même. L'idée là, c'est d'en prendre une fois par semaine pour justement juste couvrir les besoins sans exagérer. On en a plusieurs formes, elles sont toutes égales. La plupart des études sont faites avec la cyanocobalamine qui est la moins chère et la plus stable. Donc même celle-là, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas bien, même celle-là, elle fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de s'énerver sur ce sujet-là. Iode, ça c'est un sujet qui est un peu plus problématique parce que c'est un des mythes qu'on ne connaît pas justement. Et ça c'est une des choses pour les véganes où il faut faire attention parce que justement on a effectivement un apport en iode dans les plantes qui est relativement bas, surtout pour chez nous en Suisse parce que l'iode ça se trouve principalement dans la mer, donc on va le trouver dans les algues principalement et c'est pas forcément un aliment en Suisse, enfin dans les pays qui n'ont pas de mer, pas de bord de mer. Ce n'est pas un aliment qu'on mange forcément facilement. En Suisse, on a du sel, de l'iode ajouté au sel. Et donc, si vous achetez quoi que ce soit qui a été fait en Suisse, genre justement le pain, les choses comme ça, on va trouver le sel qui est utilisé est du sel iodé. Et donc, ça a déjà énormément aidé à éliminer les carences chez nous. Mais voilà, pour les véganes, il faut quand même faire attention justement parce que si on ne mange pas de poisson, on aura tendance à avoir moins d'apport de iode. À savoir toujours que les poissons mangent des algues et que c'est pour ça qu'ils obtiennent de l'iode. Donc encore une fois, on vous propose de sauter l'étape poisson et passer directement à la plante qui contient ce sel minéral. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, donc l'iode est important pour la thyroïde. Hein. On a des problèmes de thyroïde, hypothyroïdie si on n'a pas assez de iode, avec tous les symptômes qui viennent avec, de perte de cheveux, prise de poids, fatigue et tout ce genre de choses. Et j'ai aussi souvent des gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas manger de choux, de kale ou de brocoli ou de choses comme ça pour leur thyroïde parce qu'ils peuvent avoir un problème de thyroïde. Ça, il faut savoir que c'est un problème qui est c'est uniquement le cas si on a une carence en iode. Donc, si on règle la carence en iode, on n'aura aucun problème avec les légumes de la famille des choux.
Donc ça, c'est aussi un des mythes qui circulent hein, pour les gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas manger de brocoli à cause de leur thyroïde. Il faut régler le problème de manque de iode et c'est facile à régler. À savoir aussi qu'aujourd'hui, la carence en iode est la cause principale de retard mental chez les enfants. Donc, c'est particulièrement important pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge d'avoir une consommation adéquate de iode. C'est pour ça que je vous ai mis les dosages nécessaires pour les enfants, adolescents et les adultes. Oui, et encore une chose importante à savoir, c'est c'est hyper toxique en trop haute quantité. Et il y a certaines algues, dont le kelp, par exemple, qui peut être très très haut en iode. Le problème avec les algues, c'est que c'est pas homologué. Donc, chaque algue peut avoir une contenance différente en iode. Mais justement, le kelp peut en avoir vraiment beaucoup. Donc, il ne faudrait pas consommer de kelp trop régulièrement pour éviter la toxicité. Je sais vraiment pas quoi faire hein, avec ça, mais... Et mon dernier sujet sur les mythes, c'est les oméga 3. Et encore une fois, les oméga 3, on les trouve dans le poisson parce que le poisson mange des microalgues qui sont faites d'oméga 3. Donc, ce n'est pas le poisson qui fait d'oméga 3, ce n'est pas le poisson qui est constitué d'oméga 3, c'est vraiment le poisson qui mange les microalgues enfin, justement, qu'on obtient après quand on le mange. Ce qu'il faut comprendre avec l'oméga 3, c'est que c'est extrêmement important, mais ce n'est pas forcément important dans le sens qu'on en a besoin de beaucoup, mais on a besoin d'un bon ratio avec les oméga 6. Donc, on a 2 acides gras essentiels, oméga 6 et oméga 3. Ça veut dire, comme pour les acides aminés avant, ça veut dire qu'on doit les obtenir par l'alimentation pour pouvoir les utiliser. Et le problème qu'il y a, c'est que les oméga 6 sont inflammatoires, donc c'est aussi une bonne chose en petite quantité parce qu'on a quand même besoin d'inflammation, c'est ce qui nous aide à guérir et à avoir un métabolisme correct. Mais en trop grande quantité, c'est inflammatoire. Et puis les oméga 3, ils sont anti-inflammatoires, donc on doit avoir une espèce de bon ratio entre ces deux. Le problème, c'est que les oméga 6, ça se trouve dans la viande, les produits laitiers, les œufs et les huiles végétales. Et on a tendance à manger beaucoup trop gras en général. Et donc, justement, avoir un trop gros ratio d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Et ça va poser un problème. Les oméga 3 d'origine végétale, alors, les oméga 3, il y en a 3 sortes, hein, les ALA, EPA et DHA. Et puis, sous forme végétale, on a le ALA. Et quand on le mange, on doit le rallonger en EPA et DHA. Et le problème, c'est que c'est le même enzyme qui rallonge les oméga 6 que celui qui rallonge les oméga 3. Donc, si on mange trop d'oméga 6, on va avoir... Justement, on ne va plus pouvoir rallonger assez d'oméga 3 pour en avoir assez. Donc, souvent, la réponse à une bonne quantité d'oméga 3 dans l'alimentation, c'est plutôt de baisser les oméga 6 plutôt que juste augmenter les oméga 3. Le ratio optimal, il est de 4 à 1. Puis pour la plupart des gens sur une nutrition standard, on est entre 15 et 20 à 1. Donc moi, ce que je vois chez les gens qui font des tests sanguins où on a le détail justement des oméga 6 à oméga 3, la plupart du temps, on est plutôt autour des 15-20. Et c'est vraiment ça le problème, en fait. C'est pas forcément pas assez d'oméga 3, c'est souvent plutôt beaucoup trop d'oméga 6. Donc, ce qui est recommandé, c'est de manger 2 cuillères à soupe par jour de graines de lin ou graines de chia. Les graines de lin, il faut les broyer pour les consommer parce que sinon, elles passent tout droit. Et ce qui est recommandé aussi, c'est de les broyer le jour même, en fait, de ne pas broyer une énorme quantité et puis de les garder pour plus tard parce que ça a tendance à tourner et à rancir. Et puis, du coup, ça n'aura plus les intérêts anti-inflammatoires d'oméga 3. Donc, moi, je fais ça pour moi-même. Et ça, c'est vraiment... Les oméga 3, je dirais que c'est un des sujets qui est encore pas très, très clair en nutrition parce que on sait que c'est anti-inflammatoire. Ça aide justement pour le fonctionnement du cerveau, pour garder un cerveau de bonne taille quand on vieillit. Le problème, justement, c'est que quand on a une alimentation végétale complète, on n'a pas besoin d'autant d'actions anti-inflammatoires, justement, qui seraient amenées par ces oméga 3, qui, du coup, est beaucoup plus importante pour des gens qui mangent des produits animaux que pour des gens qui mangent 100% végétal et complet. Donc, la discussion là-dessus, elle est encore toujours ouverte. On n'a pas vraiment de recommandations spécifiques, à part, justement, baisser les huiles, baisser les produits animaux, forcément, et puis, justement, manger ces 2 cuillères à soupe de graines de lin et ou chia chaque jour. J'aime pas tellement me parler à moi-même comme ça. C'est très perturbant. Allez. Presque. On a presque fini.
Le dernier mythe, c'est celui-là, ça vient de l'insolente veggie, c'est de penser que manger végétal, ça coûte cher, hein, c'est pour les bobos, tout ça, j'ai déjà tout entendu. Le riz et les légumineuses, ça coûte beaucoup moins cher que la viande, qui devrait coûter beaucoup plus cher, mais parce qu'elle est sponsorisée par nos impôts, c'est payable pour tout le monde. Donc là, ce qui est particulièrement important ici, c'est comment on construit son assiette. Ce que je disais au début, justement, par rapport aux ex-véganes, hein, les gens qui arrêtent, enfin, qui disent ne pas avoir supporté l'arrêt des produits animaux, c'est en général simplement parce qu'ils ont mal construit leur alimentation. Donc, en règle générale, c'est un manque de compléments en B12. Il faut absolument se complémenter en B12 et puis justement avoir une assiette qui soit correctement construite. Donc, on a besoin d'hydrates de carbone. C'est vraiment ça devrait être la base de notre alimentation. Les féculents devraient être la base de notre alimentation. Donc, les légumineuses, les lentilles, les haricots, les choses comme ça. Et puis, céréales et justement pommes de terre, patates douces et toutes ces choses-là. Avoir la partie principale de son assiette qui soit justement en hydrate de carbone pour avoir une bonne satiété. Puis par-dessus ça, vous rajoutez les fruits, les légumes, les épices, les graines et les noix pour justement pour changer les goûts et puis amener différentes vitamines, antioxydants et toutes ces choses-là en fait. C'est vraiment l'erreur que je vois les gens faire le plus souvent, c'est de manger de la salade et des fruits, de la salade et des fruits, de la salade et des fruits, et à la longue, on finit par se sentir mal et faible parce que justement, on a évité de manger du riz ou des pâtes ou des choses comme ça qui devraient être la base de l'alimentation. On a besoin de calories pour fonctionner. Si on n'a pas assez de calories, on finit par être pas bien. Et ça ne veut de nouveau pas. Je crois que je suis au bout. Oui, c'est juste. Voilà. Donc ça, c'est mon site Plantastic avec mes informations pour Facebook et Instagram et tout ça. L'information, si vous avez des questions ou n'importe, si vous voulez m'écrire sur Plantastic, c'est info@plantastic.com. Et je vous remercie de m'avoir suivi sur cette présentation un peu chaotique. Merci Laurence. Merci Laurence. Oui, effectivement, au niveau technique, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mais ça a été très bien. Je pense qu'il se mettait en veille. Super. Alors maintenant, je laisse la parole à Marion qui va prendre. Il y a pas mal déjà de questions dans le chat. Oui, c'est juste. Merci beaucoup Florence. Et puis désolée pour le problème technique. Ça arrive. Alors la première question d'Audrey. En parlant de thyroïde, mon hyperthyroïdie Hashimoto est rentrée dans l'ordre un peu après mon passage à une alimentation végétale. Savez-vous s'il y a un lien ? Il n'y a pas d'études qui montrent ça, mais j'en ai déjà entendu parler. C'est un peu la même chose que l'absorption du fer. Il n'y a pas d'études qui montrent que devenir vegan améliore les taux de fer dans le sang. Mais j'ai déjà entendu parler de ça aussi, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément recommandé pour ça. Par contre, ça peut... justement, on a des études de cas qui montrent ça, effectivement. Oui, c'est ce qu'elle dit aussi, qu'elle n'a pas trouvé d'études. Fabrice Segura et l'huile de lin en bouteille à la place de broyer les graines de lin. Le problème avec l'huile, c'est qu'on a enlevé tout ce qui est bon dedans. Donc, on a enlevé les fibres, les antioxydants, puis toutes ces choses-là. Et puis, le problème de l'huile aussi, c'est qu'on ne sait jamais quand elle rancit ou pas. Donc, on devrait toujours consommer une huile. On ne sait jamais si l'huile est fraîche et on ne sait pas combien de temps elle reste fraîche. J'ai fait des recherches aussi là-dessus. On n'arrive pas à savoir quand une huile a ranci. Une fois qu'elle a ranci, elle devient problématique parce que ça devient acidifiant et oxydant. Donc, il faudrait consommer les graines de lin parce que c'est beaucoup plus complet et justement, on sait qu'elles sont encore bonnes quand on les consomme. D'accord. Vanessa, est-ce que vous auriez des conseils pour les personnes qui ont le syndrome du côlon irritable et qui veulent avoir une alimentation 100% végétale? Donc, elle dit gaz, ballonnement, douleur. Ça, c'est vrai que j'aurais dû dire ça aussi. Ça, c'est une des autres raisons pour laquelle les gens, certaines personnes disent ne pas supporter un régime végétal, c'est justement les ballonnements, les gaz et les inconforts. C'est en fait un problème de flore intestinale déficiente et en gros, on a plein de bactéries dans les intestins. On a beaucoup plus de bactéries que de cellules humaines dans notre corps. Et
si pour une raison ou une autre, en général c'est un médicament ou bien une maladie ou justement ne pas avoir mangé certains aliments pendant trop longtemps, certaines bactéries vont être en trop petite quantité dans nos intestins. Puis quand on va manger justement certains aliments, en général c'est les légumineuses ou le poivron, le concombre, ces choses-là qui vont créer ces problèmes-là. Et comme ils vont pas être digérés correctement parce qu'on n'a pas la bonne flore intestinale, ça crée des problèmes qui finissent par créer justement des vrais colons irritables, des pardon, intestinales enfin, blessés et enflammés. Donc pour recommencer à, disons, pour pouvoir manger une alimentation végétale, il faut y aller par étapes en fait. Donc déjà, éliminer ce que vous supportez vraiment pas. Donc s'il y a vraiment un aliment que vous supportez pas, mangez-le pas. Et puis mangez tout ce qui va pendant un certain temps. Une fois que les intestins sont calmes, vous réintroduisez par petite quantité l'aliment qui va pas. Moi, j'ai un patient avec qui on a fait ça il n'y a pas très longtemps qui supportait absolument pas les pois chiches. Donc on a évité tout ce qui était légumineuse pendant 2-3 semaines jusqu'à ce que ses intestins se calment. Et ensuite, il a mangé entre 3 et 4 pois chiches par jour, chaque jour. Pendant une semaine, et puis après il a augmenté à 5-6, et puis chaque fois un peu plus, et puis au bout de 3 semaines, il pouvait manger des pois chiches comme si de rien n'était en fait. C'est vraiment la question de les bactéries, elles se multiplient si on leur donne la possibilité. C'est un peu comme un muscle, ça s'entraîne en fait. Je ne vais pas pouvoir porter 300 kilos d'un coup. Bon, j'y arriverai peut-être jamais, mais j'ai pas d'exemple juste. Mais voilà, je vais pas pouvoir soulever un poids extrêmement lourd si je me suis pas entraînée pour arriver à ce poids extrêmement lourd. Et c'est la même chose pour nos bactéries intestinales. On doit les entraîner gentiment. L'autre chose qui peut aider, c'est de cuire les aliments. En principe, il faut manger du cru et du cuit, mais les fibres cuites sont beaucoup plus digestes. Donc, on peut aussi entraîner ses intestins en cuisant les aliments au départ, et puis après rajouter un tout petit peu, peut-être les cuire un peu moins, et puis justement aller graduellement dans le cru comme ça. Mais ça, c'est vrai que c'est un problème qui est très courant chez nous maintenant. Florence qui demande, j'ai lu que la consommation excessive de graines de chia était toxique. C'est parfois même écrit sur les emballages. Sais-tu pour quelle raison? C'est pas vrai. Oui, alors j'imagine que si on est à 15 kilos par jour, c'est pas bon, mais il y a pas de. J'ai aussi déjà lu qu'il y a moi, j'aurais plus peur des graines de lin. Les graines de lin, ça va être beaucoup plus. Elles ont une coque qui est beaucoup plus dure, et puis ça aura tendance à créer des réactions genre vomissement ou diarrhée beaucoup plus facilement que les graines de lin. Mais après, il n'y a pas vraiment intérêt à en manger 2 kilos par jour, quoi. Je pense mais après, c'est toujours un peu ça. Il faut aussi être un peu intelligent, quoi. Simon, je te passe la parole. Ah, alors attends. J'ai pas permis l'activation des micros, donc ça va pas pouvoir se faire. Voilà. Normalement, Simon, tu peux activer ton micro. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à l'équipe de PEA et merci Laurence pour cette présentation. Alors, j'ai une petite question. Il me semble que c'était Florence Delry qui en avait parlé, mais je ne suis plus sûr. Par rapport à la B12, penses-tu, Laurence, qu'il faille faire qu'il serait bien qu'il y ait une campagne pour enrichir des aliments, pas seulement pour les végétaliens, comme c'est au même titre que du sel enrichi à l'iode pour une question de santé publique? Un enrichissement à la B12 de beaucoup d'aliments, ça pourrait être le sel aussi, enfin je ne sais pas. Alors, je ne sais pas comment ça marcherait pour le sel. Là, je ne pense pas que ça survivrait, en fait, vu que ça vient d'une bactérie, du coup, mais je ne sais pas vraiment. Mais je sais, en tout cas, les laits végétaux, maintenant, sont quasiment tous complémentés. Ah. C'est en train de se faire, en fait. On en trouve aussi dans les... Le problème, c'est qu'on le retrouve dans les produits raffinés, en fait, et c'est là où c'est pas génial. Ah. Et l'autre problème, c'est qu'après, on ne sait pas vraiment où on en est. On ne va pas vraiment savoir si on en a consommé assez, enfin, si on a eu un apport qui est assez important. Oui. Mais c'est en train de devenir plus courant. En fait, les laits végétaux, il y a 10 ans, c'était la farine de soya avec de l'eau. Aujourd'hui, on a quand même vraiment des choses qui sont nettement améliorées. Et puis, justement, on a ces B12 qui sont ajoutés à pas mal d'aliments aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est quand même c'est toujours des aliments transformés. Donc, moi, je conseillerais quand même toujours plutôt de prendre un complément plutôt que de manger ces aliments-là. Mais ça pourrait... Je dirais contre les végétales comme ça, pour cuisiner ou pour... voilà, mais il ne faudrait pas que ce soit la base de l'alimentation. Ça pourrait faire l'objet d'une campagne de santé publique. On n'en parle pas de la B12, à part les végétaliens, à part nous, quoi. Mais...
Oui, tout à fait. Surtout que c'est quelque chose qui touche tout le monde, en fait, hein. Ouais. Enfin, comme je le dis, hein, moi, mes patients, c'est justement les patients véganes, ils sont au courant qu'ils doivent prendre la B12, donc ils sont jamais en carence de B12. Mais c'est vrai que moi, je vois ça toujours chez les carnistes, en fait. Ouais. Mais c'est possible qu'il n'ait pas, que ça suffise pas, en fait. Puis, et justement, je sais pas si ça se rajouterait dans du sel, en fait. J'ai aucune idée. D'accord. Merci. Alors, la prochaine question de Cathy. Qu'en est-il pardon, qu'en est-il de la carence en choline que l'on ne peut visiblement pas trouver dans les végétaux? Alors ça, c'est une énorme campagne publicitaire de l'industrie de l'œuf, hein. Donc on trouve la choline dans les végétaux, il n'y a aucun problème. C'est extrêmement facile d'avoir assez de choline végétale. Et ça a vraiment été, alors c'est de la propagande, c'est assez fou, quoi. Puis ce qui est vraiment problématique en fait avec la choline, c'est que quand on consomme des produits animaux, on parlait de microbiome avant, hein, de bactéries intestinales. Quand on consomme de la viande et des produits animaux en général, on a une certaine flore intestinale qui fait que quand on mange de la choline, on va créer du TMAO dans le sang qui va ensuite être transformé du TMA qui va être transformé en TMAO par le foie. Et ça, c'est extrêmement toxique c'est hyper oxydant dans les artères et c'est un des facteurs de maladies cardiovasculaires extrêmement important. C'est prédicateur, je ne sais pas comment on dit ça en français, de maladies cardiovasculaires indépendamment des facteurs habituels, donc de l'hypertension et du cholestérol. On peut ne pas avoir d'hypertension et pas de cholestérol. Si on a trop de TMAO dans le sang, on augmente les risques de maladies cardiovasculaires énormément. Donc ça, c'est vraiment une campagne publicitaire industrielle. C'est ce que je disais au début, hein, c'est qu'on doit vraiment aller lire les informations. Il faut savoir de où viennent les informations, qui paye pour, parce qu'on sait vraiment que quand il y a un financement derrière une étude, on a un haut potentiel de biais. Et c'est souvent ces études-là qui font la une, en fait. Moi, j'ai tout le temps des gens qui me partagent des études, justement, qui viennent de sortir, qui nous disent que les véganes ont ci et ça, vont être en carence de ci et ça. Et quand on va regarder les études, on voit que c'est vraiment du sponsoring total, quoi. Il y a même d'ailleurs une lettre, c'est dans une de mes autres conférences, il y a une lettre de l'industrie de l'œuf qui avait été envoyée aux médecins aux États-Unis qui disait que l'apport en choline des Américains était inadéquat parce qu'en fait, il est déjà trop élevé en tant que tel. Alors, ils utilisent le terme inadéquat pour faire penser qu'il n'y en a pas assez, alors qu'en fait, on en a déjà bien assez, voire trop. Et justement, c'est favorisant de maladies cardiovasculaires et cancer et autres. Donc, l'histoire du TMAO, c'est juste pour cardiovasculaire. Mais voilà, c'est vraiment, c'est vraiment une campagne publicitaire financée. C'est absolument pas vrai. Caroline qui demande que pensez-vous des gélules d'oméga 3 d'origine végétale à prendre chaque jour, en plus d'une consommation régulière d'huile de colza et de noix? Et puis elle demande aussi dans quoi se trouvent les oméga 6. Et si je peux rajouter aussi la question de Servant, ça fait beaucoup, mais il demande aussi si on peut atteindre ses apports quotidiens en oméga 3 avec de l'huile de colza pour l'huile de cuisson. Le problème des huiles, c'est toujours la même chose, hein, c'est qu'on a enlevé tout ce qui était bon, on a un aliment qui est totalement vidé de tout ce qui peut être intéressant. Et comme je disais, on ne sait jamais quand une huile a ranci et quand on la chauffe, elle va de toute façon mal tourner. Donc, c'est de toute façon pas une bonne idée de consommer des huiles. Donc, rester avec les noix plutôt, par exemple. Et oui, les gélules d'oméga 3 végétales, justement, ça c'est vraiment, comme je disais avant, c'est un des sujets où on n'est pas vraiment sûr aujourd'hui. Donc, moi, je pense que justement, si vous consommez des huiles, si vous consommez des produits raffinés, ça vaut la peine de prendre peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Moi, c'est ce que je fais parce que je mange du chocolat, pas mal. Et du coup, je prends 2 à 3 fois par semaine un complément d'huile à base d'oméga 3 à base de microalgues, simplement pour être sûr que j'ai assez d'oméga 3. Par rapport justement au fait que je mange quand même pas mal d'oméga 6 avec le chocolat que je consomme. Mais disons qu'en soi, il y a peut-être pas, ça dépend vraiment de l'alimentation qu'on a. En fait, si on mange beaucoup dehors, si on cuisine avec de l'huile et autres, je pense que ça vaut la peine de prendre un complément d'oméga 3 végétal. Si on ne mange pas d'huile et justement pas de produits raffinés, en principe, on ne devrait pas en avoir besoin. Mais ça, c'est une question qui est encore un peu pas très claire. Alors, voilà. Moi, je conseillerais quelques fois par semaine de prendre un complément d'oméga 3 végétal.
Je continue sur les questions sur les oméga-3 quitte à faire. Si on ne supporte ni les graines de lin ni de chia, quelle autre source d'oméga-3 proposez-vous? L'huile de Les gélules. coca, Les gélules. les gélules, et puis... Et si on ne supporte vraiment pas les légumineuses, excepté un peu le mung bean tempeh, quelle source de protéines proposez-vous? Que pensez-vous du soja selon les formes? Alors, il y a des protéines dans toutes les plantes, donc il n'y a vraiment aucun problème à avoir assez de protéines, même si on ne mange pas de certains groupes alimentaires. Ce qui est très dommage quand on ne consomme pas de légumineuses, c'est dans les céréales et les légumineuses qu'on a le plus de fibres. Et les fibres, c'est ce qui nourrit notre flore intestinale. Et plus on a de variétés de fibres, plus notre flore intestinale est fort. Et donc, plus notre système immunitaire est fort, plus notre système en général est fort. Si on ne les supporte pas, c'est parce qu'on a une flore intestinale qui ne va pas. Il faudrait la réentraîner à fonctionner correctement. C'est ce que je disais avant, d'essayer de consommer par toute petite quantité des légumineuses pour faire que les bactéries s'habituent à cette justement consommation, qu'elles se reproduisent et puis qu'ensuite on puisse les consommer sans problème. Le soya, c'est absolument pas un problème. C'est justement un aliment qui est hyper digeste, qui est riche en calcium aussi, en protéines et toutes les choses dont on pourrait avoir besoin. Par contre, le seul doute que j'ai là-dessus, c'est que la majorité du soya aujourd'hui qui est produite, elle est produite pour les animaux et la majorité est en OGM. Et puis ça, je pense que ce n'est pas vraiment génial. Alors, en théorie, les OGM sont interdits à la consommation humaine, mais on ne sait jamais. Justement, il y a toujours des choses qui débordent un peu. Donc, personnellement, je mange du tofu ou des choses comme ça, mais pas chaque jour quand même. Pas pour les questions de soya qui ne seraient pas sains, mais à cause des pesticides potentiellement problématiques justement sur des OGM. Et Claudine, qu'en est-il des graines de tournesol? J'ai entendu dire qu'il fallait les éviter. Il ne connaît pas la raison. C'est souvent pratique pour les gens qui sont allergiques aux noix, donc non, il n'y a pas de problème particulier. Après, c'est vrai que si on regarde les ratios oméga 6, oméga 3, il y a assez peu de graines qui sont vraiment, vraiment positives en fait, mais il n'y a pas de... je dirais, moi, je consomme pas de graines et de noix en général, simplement pour des questions de graisse, en fait. Pour les personnes qui ont des problèmes de poids potentiel, il faut essayer d'éviter de consommer trop de noix parce que c'est beaucoup de calories dans des tout petites quantités, en fait. Justement, moi, je consomme principalement les graines de lin et graines de chia. Et de temps en temps, je vais mettre des noix sur quelque chose que je mange, mais ça reste vraiment assez exceptionnel. Je vais surtout jamais aller prendre des noix dans ma main puis les manger comme ça parce que sinon, je m'arrête jamais. Et en gros, c'est plutôt ça le problème des noix. C'est pas vraiment justement que c'est dangereux ou pas. J'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas à dire dans le chat si jamais. N et Z, je vous passe la parole. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Déjà, merci pour cette conférence intéressante. Il y avait quelque chose que vous avez dit au début que je trouvais, avec lequel j'étais tout à fait d'accord, à savoir que effectivement, si on a des études qui sont financées, ça pose problème et qu'il faut utiliser la science qui est indépendante. Et le truc, c'est qu'il y a quelques temps, j'ai regardé aussi une vidéo, mais c'était quelqu'un qui faisait un peu la promotion de la diète cétogène, alors qu'on sait que c'est absolument pas l'idéal de couper tout ce qui est féculent. Mais du coup, je me suis posé une question. En fait, comment est-ce que, quand on n'est pas expert, comment est-ce qu'on peut objectivement reconnaître quelqu'un qui utilise de la science indépendante de quelqu'un qui fait du cherry picking, donc de faire un peu, prendre les études qui nous arrangent, parce que une étude financée, c'est facile, on peut aller voir les conflits d'intérêts, mais le cherry picking, quand on n'est pas expert, comment on fait en fait pour savoir? C'est vrai que ça, c'est vraiment, c'est le gros problème. Hein. Moi, il faut en fait se fier aux experts, donc des gens qui sont indépendants et qui savent lire la science, parce que ça, c'est aussi moi, je suis pas chercheuse non plus, donc je connais pas tous les détails statistiques et des choses comme ça où on peut aller tricher dans les études, mais c'est souvent relativement simple en fait. Donc, justement, n'importe quelle étude, il suffit d'aller voir en bas, puis je pense que
En tout cas, 8 fois sur 10, c'est aussi simple que ça, hein. Quand les gens m'envoient une étude qui me dit, ah bah tu vois là, machin, pour n'importe quelle raison, c'est dangereux d'être vegan, moi je clique, je vais en bas dans l'étude et puis ça me montre simplement que c'est payé par tel ou tel lobby. Mais après, c'est intéressant d'aller voir comment ils font ça aussi. Le problème, justement, c'est que ça demande cet effort-là. En fait, on ne peut pas juste croire à quelque chose. Moi, j'ai justement l'avantage d'avoir eu les deux côtés de la médaille. Et chaque fois que je vois une information, je vais chercher ce qui se dit dans un sens et ce qui se dit dans l'autre, en fait. Mais ça prend du temps. Puis, justement, c'est pour ça que je suis là et que j'ai fait mon site. En fait, c'est pour partager ces informations-là. Par exemple, ce qu'ils vont faire en général pour essayer de nous faire croire qu'un aliment est sain, c'est qu'ils vont le comparer à quelque chose qui est encore beaucoup moins sain. Donc, dernière étude que je lisais sur, je ne sais même plus ce que c'était, la prise de poids, je crois, un truc du genre. C'était pour comparer du poulet à des aliments d'origine végétale. Ils ont utilisé du poulet contre des biscuits et du chocolat enrobé au sucre quand même. Et forcément, quand on compare du poulet à ça, forcément le poulet fait mieux en fait. C'est comme étudier je sais pas, des gens qui meurent de soif dans le désert et leur donner du coca ou rien leur donner à boire, on va forcément en déduire que le coca sera hydratant pour ces personnes-là. En fait, c'est toujours la situation dans laquelle on fait l'étude. Mais c'est vrai, le problème vraiment, c'est qu'en français, on est vraiment limité sur les informations. Mais j'ai par contre découvert que dans nutritionfacts.org, vous connaissez? J'ai déjà vu peut-être une ou deux vidéos, je crois, oui. Et c'est en anglais, mais il y a les sous-titres. Sur quasiment chaque vidéo, si vous allez sur les settings, il y a des sous-titres et il y a des sous-titres en français sur presque toutes les vidéos. Donc là, on a vraiment des informations totalement neutres et indépendantes. Donc nutritionfacts.org, c'est un site qui a été fait par le docteur Michael Greger et il est donc totalement indépendant. Il n'y a aucune publicité, aucun sponsoring sur son site. Ils sont 20 employés et ils lisent toute la littérature scientifique qui sort chaque jour en nutrition. Puis c'est à peu près 200 papiers par jour. Et ils vont justement étudier comment les études ont été faites, ce qui a été fait, par qui c'est fait et par qui c'est payé. Et ils font justement toutes sortes de vidéos sur toutes sortes de sujets en donnant les sources de chaque vidéo qui permet justement à chaque personne d'aller voir les études. Et puis là, on a vraiment des informations qui sont indépendantes et de qualité. Le problème, je dirais, pour une alimentation végétale, c'est que c'est toujours utilisé sur des populations malades parce que forcément, on étudie nos populations, donc on est des gens malades, hein, on meurt de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète, principalement dans nos pays. Et ça, c'est des maladies d'excès. Donc, c'est une des choses, toujours, on nous parle tout le temps de carence, mais en fait, on est dans un mode alimentaire où on est en excès constant et on est malade de cet excès. Et donc, quand on étudie ces populations-là, on découvre justement certaines choses. C'est un peu l'histoire de l'oméga 3 dont je parlais avant. C'est que finalement, savoir combien d'oméga 3 on a besoin quand on est en bonne santé et qu'on ne mange pas de produits animaux, c'est difficile à savoir quand on étudie des populations de mangeurs de viande, en fait. Donc, c'est là où je dirais qu'il faut le prendre un peu avec des pincettes de temps en temps. Mais là, on a vraiment toutes les informations sur à peu près tous les sujets qu'on peut trouver et de manière justement totalement indépendante. Et ils ont beaucoup de bénévoles justement qui font les traductions et justement aussi de médecins retraités qui lisent la littérature et qui analysent les études. D'accord. J'irai voir parce qu'effectivement, s'ils arrivent à lire 200 articles par jour, ça fait pas mal. Oui, non, mais c'était vraiment ça le but à la base. Je crois qu'à la base, il était un peu seul, mais justement, comme on a en gros 200 études par jour qui sortent, il faut du monde qui puisse faire ça, en fait, et du monde qualifié. Donc voilà, ils sont payés, on peut faire des donations, ils fonctionnent qu'avec ça. Il écrit d'ailleurs des livres super intéressants aussi, et tous les bénéfices sont reversés à des associations caritatives. D'accord. Merci et désolé pour cette longue question. Pas de souci. Victoire, j'aime bien le lait de soja, mais ayant entendu dire que c'était mauvais pour les femmes à cause de molécules imitant les œstrogènes, j'évite et essaie de consommer plus de produits à base d'avoine. Cependant, les études quant au soja vont un peu dans les deux sens, donc savez-vous si c'est finalement bon ou mauvais pour les femmes ? Alors, c'est bon pour tout le monde. Les populations qui mangent le plus de soya dans le monde ont beaucoup moins de cancer que nous, hein, donc on parle des pays asiatiques en règle générale. C'est des phytoœstrogènes en fait dans le soya et ça va en fait justement aider à nous protéger contre les cancers parce que justement ça bloque les récepteurs d'œstrogènes dans nos cellules. Donc les cancers œstrogénodépendants, je ne sais pas comment on dit ça en français, sont améliorés toujours par la consommation de soya. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est
qui est très clair. Le problème justement de ce genre de sujet-là, c'est que souvent, c'est des journalistes qui font des sujets là-dessus. Donc, les journalistes, ils auront tendance à aller chercher toujours le sujet qui les intéresse dans le sens qui les intéresse et puis de regarder rien autour. Et c'est pour ça qu'on a ces études justement. C'est ce que je disais avant, c'est du réductionnisme. On voit qu'on a des phytoœstrogènes. L'œstrogène, si on a trop d'œstrogène dans le sang, on a plus de cancer. Donc, justement, on prévient les gens, on fait croire aux gens que c'est dangereux alors que ça ne l'est pas. Comme je disais avant, pour moi, le seul problème du soya, c'est vraiment potentiellement les OGM. Mais voilà, si vous préférez le lait de soja. Moi, je préfère l'avoine en général aussi pour les fibres et toutes ces choses-là, parce que ça, c'est vraiment, on a les fibres solubles, les fibres insolubles et tout ça, puis je préfère l'avoine, personnellement. Mais après, ce qui serait le mieux, en gros, c'est de varier un peu. Mais il n'y a vraiment pas de risque particulier à boire du lait de soya, à part qu'il est plus gras que certains autres, de nouveau. Marie-Hélène, est-ce un mythe de penser qu'une femme enceinte qui a une alimentation végane peut développer des carences? Et si oui, lesquelles? Alors, c'est jamais un mythe parce qu'avec n'importe quelle alimentation, on peut développer des carences. Il faut simplement faire attention à son alimentation, effectivement. Mais aujourd'hui, on a les 5 plus grandes associations au monde qui nous disent qu'on peut, non seulement c'est pas dangereux de manger végétal, mais qu'en plus, on a probablement des bénéfices à tous les stades de la vie. Donc, les bébés, les enfants, les adolescents, les sportifs, les femmes enceintes, les personnes âgées, absolument tout le monde peut bénéficier d'une alimentation végétale bien construite. C'est pour ça que je vous ai mis l'assiette à la fin de la conférence, parce que justement, c'est l'erreur que je vois les gens faire. En fait, on a tellement entendu que les féculents sont dangereux qu'on a tendance à prendre une toute petite portion de riz et puis beaucoup de légumes autour, et puis on finit par avoir tout le temps faim, et puis ça, c'est pas hyper durable comme méthode. Donc, ouais, je ferai attention à ça surtout. Mais si on se concentre à ne plus avoir faim, en règle générale, on risque pas grand-chose. Enéer qui qui voulait compléter, donc le soja n'est pas un perturbateur endocrinien? Non, catégoriquement. Maxime. Si c'était le cas, on aurait des gros seins et tout ça. Je veux dire, il y a des hommes qui mangent. Non, mais sérieusement, hein, je ne dis pas ça pour dire n'importe quoi. Mais si c'était vraiment le cas, parce qu'on dit que ça donne, il y a des gens qui disent que ça va donner des seins aux hommes. Si c'était vrai, je n'ai pas. Enfin, bref, mais vraiment, c'est juste pas vrai. Au contraire, ça va justement stabiliser nos systèmes hormonaux. Merci pour la réponse. Mon allergologue m'a annoncé qu'un régime végétal pouvait avoir pour conséquence le développement d'allergies alimentaires à cause d'une flore intestinale déséquilibrée. Mais elle était clairement contre le régime végétal. Je ne sais donc pas quoi en penser. Avez-vous déjà vu des études sur le sujet? Oui, ben c'est justement ce que je disais avant, c'est qu'on a tellement la plupart des gens ont une flore intestinale déficiente qui fait qui ne vont pas supporter justement la quantité de plantes qu'on mange quand on arrête les produits animaux, en fait. Mais le problème, il ne vient pas de manger trop de plantes, il vient d'une flore intestinale déficiente à la base. Donc, il faut réentraîner sa flore intestinale à pouvoir supporter une grande quantité d'aliments d'origine végétale. On recommande 30 grammes de fibres par jour dans l'alimentation, mais c'est parce que déjà la plupart de la population est plutôt entre 15 et 20 grammes de fibres, donc on a l'impression que 30, ça va déjà aider les gens, mais on sait qu'optimal, ça serait plutôt entre 60 et 90 grammes de fibres par jour. Et ça, c'est atteignable uniquement en mangeant à peu près 100% végétal et complet. Et la difficulté, en fait, c'est qu'on ment aux gens pour leur faire plaisir, en fait, parce qu'on se dit, ouais, ben 60 grammes, ça va jamais. Les gens vont simplement même pas essayer parce qu'ils vont pas y arriver. Donc, on leur dit, ouais, 30 parce que c'est déjà mieux que 15 ou 20, mais c'est absolument pas suffisant. Et on continue justement de conforter les gens dans leur style de vie. J'étais aujourd'hui à un atelier sur la restauration collective, et puis on fait que de dire ouais, mais les gens vont pas arrêter de manger de la viande, donc on va continuer de leur en donner parce qu'ils continuent d'en avoir envie, en fait. Et du moment où on dit pas vraiment aux gens ce qui se passe quand on mange des produits animaux, ce qui se passe pour notre santé, ce qui se passe pour la planète, ce qui se passe pour les animaux, et qu'on continue de tout je sais pas ouais, de tout mettre dans un joli paquet rose, on va jamais avancer, en fait. Mais je pense que cette allergologue a raison dans le sens où elle voit ça régulièrement, des gens qui se créent des allergies alimentaires parce que tout à coup ils passent à un régime végétalien. Mais ce n'est pas la faute du régime végétalien, c'est la faute d'une mauvaise flore intestinale qu'on peut réentraîner. Il y a encore beaucoup de questions, hein. Ça suscite beaucoup d'interrogations. Cathy,
Une de mes profs de micronutrition nous dit que le fait de ne plus manger de viande entraîne une baisse de production de l'acide chlorhydrique dans l'estomac, donc à terme, une moins bonne digestion. Alors, si on ne mange pas de produits animaux, on n'a pas besoin de plus d'acide chlorhydrique, en fait. Donc, non. Justement, au contraire, on évite les reflux acides, on évite le trop d'acide dans l'estomac, ça fait des reflux acides, ça endommage l'œsophage et ça favorise les cancers de l'œsophage. Et on a besoin d'autant d'acide chlorhydrique parce qu'on mange des aliments qu'on n'arrive pas à digérer, en fait. Si on mange plus que des plantes, on n'a pas besoin d'autant d'acide chlorhydrique et au contraire, on aura une meilleure digestion. Et quel B12 tu peux nous recommander? Si vous êtes en Suisse, le problème c'est que la Suisse interdit les hauts dosages, donc il faut les commander online, donc il n'y a pas de restriction sur la commande online. Moi j'utilise la marque, voilà, exactement, merci Karine, de Now Foods. Ça se trouve, si vous êtes à Neuchâtel, j'en ai toujours chez moi parce que ça évite aux gens de devoir les commander, mais si jamais ça se trouve sur certains sites online facilement et justement au dosage correct. Et après, c'est égal lesquels. La B12 que Karine vous montre, c'est un mélange entre la cyanocobalamin et méthylcobalamin. J'ai choisi ce complément-là justement parce qu'il y a les deux dedans, comme ça tout le monde est content. Super. Il y a une autre B12 qui apparaît, oui, de chez Caroline. C'est quoi le dosage dans cette, Caroline? Le dosage de B12 dans celle-là? Moi, j'ai la même d'ailleurs. Mais j'entends rien. Il faut activer votre micro. Oui. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc c'est un dosage de 1000. Ouais. Soit en 4 millilitres, soit en 2 millilitres et on prend 2 ampoules par semaine. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Du coup, 2 ampoules une fois par semaine. Oui, voilà, c'est ça. En une fois. Vanessa, j'ai entendu dire que le gluten était mauvais pour tout le monde puisqu'il n'est plus d'aussi bonne qualité qu'auparavant. Le sétan, étant une alternative à base de gluten, est-elle mauvaise? Le gluten, c'est problématique pour les gens qui ont la maladie de cœliaque uniquement. Et donc, le problème, en fait, à enlever le gluten pour tout le monde, c'est qu'on enlève une grosse partie des céréales dans l'alimentation qui sont justement une source extrêmement importante de fibres, de variété de fibres dans l'alimentation. Le gluten, donc si on a la maladie de cœliaque, il ne faut absolument pas en consommer parce que ça va vraiment détruire et nécroser les intestins, mais pour tous les autres, ce n'est absolument pas un problème. Il y a des sensibilités qui sont connues au gluten, mais on reste dans 1 ou 2% de la population, donc c'est dommage pour les 94% restants, parce qu'il y a 2-3% de la population qui ont cœliaque et 2-3% qui sont sensibles. C'est dommage pour les 94% restants de ne pas consommer de gluten. Et puis la théorie qui dit que le blé est de moins bonne qualité et tout ça, ça vaut aussi pour le brocoli, ça vaut pour les carottes, ça vaut pour les pommes de terre. On ne mange plus rien de la même qui ressemble à ce qu'on mangeait il y a 50 ans ou 100 ans de toute façon. Donc tout a été hybridé et produit de manière à être avoir plus de sucre et plus d'amidon qu'à l'époque en fait. Donc ça c'est vraiment, si on utilise cet argument, on peut utiliser cet argument pour absolument tout ce qu'on mange en fait. Donc ça fait pas vraiment de sens. Mais par contre, j'irais toujours essayer de consommer du bio, au moins pour éviter les OGM aussi de ce point de vue-là. Mais oui, enfin voilà. Moi, après, je pense que justement, je pense qu'on peut développer des allergies, des sensibilités quand on en mange trop. J'ai aussi vu des cas justement de personnes qui sont devenues véganes, qui mangent des pâtes et du pain et des pâtes et du pain et des pâtes et du pain, puis qui finissent par être vraiment pas en forme en fait. Donc c'est vraiment important si on veut être en bonne santé de varier l'apport de féculents justement en légumineuses, pommes de terre, patates douces, enfin toutes ces aliments qui nous amènent de bonnes calories avec des fibres variées. Merci. Je crois qu'il reste une dernière question de Clara. N'hésitez pas à me remettre votre question dans le chat si je l'ai loupée. Clara, je voulais savoir ce que vous pensiez de l'alimentation végétarienne. Je pense qu'on a le pire des deux mondes là-dedans. C'est vrai, la consommation le problème en fait quand on mange pas de viande, on a tendance à compenser avec les œufs et le lait. Et je le faisais moi-même, hein, et c'est extrêmement malsain en fait. Je pense qu'un flexitarien, si on parle que de santé, hein, enfin, même si on parle d'éthique d'ailleurs, un flexitarien sera en meilleure santé qu'un végétarien en règle générale.
faudrait vraiment éviter les produits laitiers, les œufs, c'est extrêmement mauvais, c'est plein de graisses saturées, c'est plein de protéines animales qui créent de l'acidité, il y a des hormones, il y a des restes de vaccins, de médicaments et de toutes sortes de choses. Même quand on prend du bio, hein, le bio n'empêche pas les animaux de tomber malades et de recevoir des médicaments. On a un tas d'endotoxines et de choses comme ça qui sont absolument pas nécessaires et qui sont dangereuses. Après, dans les études, on a assez peu d'études vraiment de long terme vegan. Il existe la Adventist Health Study. C'est extrêmement intéressant d'étudier ces gens-là parce qu'on a des grandes populations de gens qui mangent de la viande végétarien et vegan. C'est des populations, je crois, de 65 000 personnes. Et là, on a justement les 3 types, mais c'est toujours des gens qui mangent relativement sainement. Donc, on arrive à voir toujours que les véganes ont les moindres risques de tout, que ce soit maladie cardiovasculaire, diabète, cancer, maladie auto-immune, obésité et tout ce qui va avec, en fait. Donc ouais, non, il faudrait vraiment... Après, moi, je verrais le végétarisme comme une étape, en fait, personnellement. Je pense qu'il ne faut pas agresser les végétariens pour rien, parce que ça a tendance, à mon avis, à bloquer les gens, puis que si c'est une étape, c'est une bonne chose, mais ça ne devrait pas être une fin en soi, parce que ça n'a vraiment aucun intérêt, ni éthique, ni écologique, ni santé. Merci. Je n'ai pas fait des amis, mais désolée. Il y a eu d'autres questions qui sont apparues entre-temps. Saloua qui voulait des informations sur l'huile de cameline et ses bienfaits. Par exemple, puisqu'il faut la garder au frais par rapport aux oméga 3. Alors, j'ai aucune idée parce qu'il ne faut pas consommer d'huile. Comme je disais avant, toujours ça rancit, c'est vraiment pas sain et c'est toujours des calories vides. Donc, il faudrait vraiment plutôt focaliser sur des graines entières. Donc, je ne sais pas si ça existe, les graines de cameline, mais je ne m'y connais pas du tout là-dedans parce que, à part la B12, il ne faudrait pas utiliser de compléments. On devrait manger des vrais aliments toujours. Il n'y a aucun complément qui va remplacer une alimentation saine. Mais ça, je ne sais vraiment pas, désolée. Ça marche. En cas de flore intestinale déficiente faible, comment rééquilibrer ça? Prendre des probiotiques? Le problème des probiotiques, c'est que la majorité des études qui parlent de probiotiques sont payées par les fabricants de probiotiques. Donc, il y en a des tonnes, mais c'est quasiment toujours sponsorisé par les fabricants. Et l'idée est bonne, quelque part, mais le problème, c'est qu'on a tellement de probiotiques différents dans les intestins que quand on prend un complément, il va être, même s'il est de très bonne qualité, il y a peut-être 10 ou 15 strands, comme on dit, races, ou je ne sais pas comment on dit, sortes de bactéries qui sont à des millions. Et du coup, on va consommer ça régulièrement et ça aura tendance plutôt à déséquilibrer la flore parce que justement, on avale qu'un certain type, peut-être 10 variétés de bactéries et qu'on surconsomme celle-là comparé à toutes les autres. Donc, ce qui se dit en général, c'est que pour les gens qui ont quand même un bénéfice, hein, chez qui ça aide quand même, on peut quand même continuer de les consommer justement pour améliorer le confort en fait, mais en soi, c'est vraiment pas une très très bonne idée et si vous n'en prenez pas, ne commencez pas à en prendre. Ce qui est nettement préférable d'un point de vue probiotique, ça sera la consommation de légumes fermentés parce que là, on a des quantités de probiotiques qui sont extrêmement importantes et du coup, les fibres sont aussi prédigérées, donc c'est souvent aussi plus facile à digérer du chou qui a été fermenté que du chou cru. Je pense qu'on ne le mange pas forcément par le kale peut-être, mais voilà. Donc justement, légumes fermentés, ça sera de bien meilleure qualité parce que justement, il y aura beaucoup plus de bactéries et ça sera un meilleur apport pour la flore intestinale. Et Géraldine qui demande quelle marque tu conseillerais pour un complément d'oméga 3 et pour l'iode? Oméga 3, il y en a un qui se vend en Suisse. J'en ai un échantillon, je vais juste voir, regarder. T'en as aussi un, Karine? Parce que sinon, moi, je les commandais aussi toujours, mais j'ai reçu ça et puis ça a l'air d'être assez bien dosé. Vous arrivez à lire? Ça dépend, je pense, de comment on a mis les fenêtres. Peut-être qu'on peut le noter dans le chat, Karine. Donc, c'est Omega Life. Ça s'appelle Omega Life et ça se trouve en pharmacie. Ok. Et ça, c'était pour l'oméga 3? Oui. Et puis pour l'iode?
Alors, alors, je ne prendrais pas de complément pour iode, mais par contre, de manger un peu d'algues, genre salade du pêcheur ou quelque chose comme ça. Comme j'ai dit, j'aime pas les algues personnellement, mais la salade du pêcheur, c'est vraiment des petits flocons qu'on peut mettre dans une vinaigrette ou sur une salade ou quelque chose comme ça. Donc, c'est assez facile à utiliser sans avoir de mauvais goût. Et puis, comme ça, on est sûr d'avoir de l'iode un peu tout le temps dans son alimentation. Moi, je la mets dans les soupes ou dans la vinaigrette ou n'importe quoi en fait, tout ce que je cuisine en gros. Sinon, il y a du sel aux algues aussi qu'on peut trouver et du gomasio. Et le gomasio, il est intéressant parce que c'est fait à base de graines de sésame et c'est en gros, je crois que c'est 97% de sésame et 3% de sel, et puis ça a été broyé ensemble. Et l'idée du gomasio, c'est de limiter la consommation de sel. Donc, on peut vraiment utiliser ça à la place du sel et ça donne un goût aux aliments grâce au sésame, qui est aussi riche en calcium, pour ceux qui ont peur pour le calcium, si jamais. Et il existe du gomasio marin. Donc, ils vont encore rajouter des algues là-dedans. Et après, il faut un peu sentir. Il y a certaines marques où ça sent très, très fort l'algue, mais d'autres pas. Moi, j'ai un gomasio marin dont je ne sais plus la marque non plus, mais qui a des algues, mais qui ne sont pas fort, l'algue. Le gomasio, c'est intéressant pour faire consommer si on a peur que les enfants ne mangent pas assez de calcium, c'est assez intéressant parce qu'on peut les laisser en fait mettre eux-mêmes le gomasio sur leur plat sans risquer justement que ça soit trop salé. Et puis justement, ça a un côté un peu sympa, comme ça ils peuvent eux-mêmes faire quelque chose, rajouter plein de graines de sésame et donc de calcium dans leur alimentation et éventuellement les algues si vous avez choisi un gomasio marin. Et par rapport à la quantité journalière d'algues qui est nécessaire? Mais justement, il n'y a pas vraiment... On ne peut pas vraiment savoir en fait parce que ça ne peut pas être homologué dans le sens où chaque algue va avoir une composition un peu différente. Mais on a vraiment besoin de très très peu d'iode en fait. Donc il suffit vraiment de saupoudrer un tout petit peu d'algues sur ce qu'on mange en général en fait. Ou alors utiliser du sel iodé d'ailleurs, bêtement. D'accord. Et les yaourts au soja ou les yaourts grecs, est-ce acceptable? Je pense qu'on a déjà... Mais je pose la question quand même. Grec, tant que c'est végétal. Hein. Après, ça reste des aliments transformés. C'est toujours... justement, ça devrait rester comme un dessert. C'est un plaisir une fois de temps en temps, mais ça ne devrait pas être quelque chose de quotidien. Quoi. Si justement quelqu'un qui utilise ça dans son bircher tous les matins, je pense qu'à la longue, ça crée... Oui, c'est pas optimal. Après, c'est pas la pire des choses qu'on peut faire. Hein. On peut aussi aller manger son déjeuner au McDo. Hein. Donc, ça reste quand même relativement correct. Mais il faut voir que c'est pas une bonne source de probiotiques. C'est pas un aliment sain comme on essaye de nous le vendre. Puis après, c'est toujours une question de santé en général. Si vous avez du surpoids, il faut essayer d'éliminer ces aliments qui sont riches en calories et qui n'amènent pas forcément de nutriments. Et pourquoi est-ce plus difficile d'arrêter le fromage que d'autres aliments d'origine animale? Ça, c'est un des premiers trucs qui m'avait surpris quand j'ai commencé à coacher les gens là-dedans, c'est que les gens arrêtent la viande relativement facilement, mais pas le fromage. Et il se trouve que dans les produits laitiers, on a une molécule qui s'appelle la casomorphine. Et donc, d'où son nom, hein, ça stimule des zones d'addiction dans le cerveau. Et on sait que le fromage stimule les zones d'addiction dans le cerveau plus que la cocaïne. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à arrêter le fromage. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de calcium ou de je ne sais pas quoi. C'est simplement que c'est vraiment comme un fumeur qui a besoin de sa cigarette ou un alcoolique qui a besoin de son verre. C'est vraiment simplement une addiction, en fait. Mais je vous rassure, moins on en mange, moins on en a envie. Je confirme. Merci. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, il y a des choses qui nous auraient fait tellement envie. Maintenant, même l'odeur du fromage, je trouve ça terrible. Alors qu'à l'époque, je le sentais puis je trouvais que ça avait l'air encore sympa. Mais aujourd'hui, je trouve ça absolument affreux. Alors, l'autre chose qui est intéressante avec le fromage, c'est que les bactéries qui fermentent le fromage sont exactement les mêmes bactéries qu'on a sur les pieds. Et c'est pour ça que le fromage sent les pieds, en fait. Ah, d'accord. Intéressant. Belle anecdote. Le soja égale moins de fer, comme pour la théine. Je ne sais pas exactement. Je pense qu'elle veut savoir si ça limite l'absorption de fer. Oui. Je ne suis pas au courant de ça pour le soya, alors, du tout. Par contre, caféine, théine, ces choses-là, ça aura tendance à limiter l'absorption de fer. Donc, ce qu'on va essayer de faire pour absorber mieux le fer, c'est de combiner de la verdure avec des fruits, par exemple, pour augmenter
la quantité de fer. Enfin, il faut de la vitamine C avec le fer pour mieux l'absorber. Donc, mélanger justement le smoothie vert du matin, c'est une bonne idée parce qu'on mélange les fruits qui sont riches en vitamine C et de la verdure qui est riche en fer pour avoir une meilleure absorption. Mais après, ça, c'est un problème que chez les gens qui ont une carence, en fait. Sinon, il n'y a pas besoin d'y faire attention. Et on a plus intérêt à avoir un taux de fer dans le sang qui est plutôt plus bas que plus haut, parce que le fer est vraiment oxydant. Donc, sans avoir des symptômes de carence, on a plutôt intérêt à être proche de la limite basse, parce que justement, ça nous évitera d'oxyder nos artères et d'augmenter nos maladies cardiovasculaires. Et Maxime qui demande, que pensez-vous de la spiruline en termes d'apport ? Alors, c'est pas une très bonne idée la spiruline parce que c'est un analogue de B12 et ça a tendance à bloquer les récepteurs de B12 et donc on va avoir des carences de B12 sans avoir le test sanguin qui nous montre que c'est une carence de B12. Donc ça, c'est une des choses et puis ça sert vraiment pas à grand chose en fait. Donc si vous voulez vraiment consommer une poudre verte, je vous conseillerais plutôt de consommer de la chlorella. La chlorella, c'est une microalgue qui aide à éliminer les métaux lourds dans le corps. Et justement, c'est aussi plein de protéines et plein de bonnes choses. Voilà. Enfin, c'est vraiment... Enfin, moi, je ferais plutôt ça parce que la spiruline, vraiment, c'est problématique de ce point de vue-là, surtout justement chez les véganes ou végétariens, si on essaye d'avoir des apports en B12 corrects. C'est simplement pas nécessaire et potentiellement problématique. Et Saloua qui fait des études en diététique, qui est en train de finir et qui demande s'il y a des études fiables sur le sujet sur lesquelles elle peut s'appuyer qui démontrent les avantages d'une telle alimentation. Mais des centaines de milliers. Non, vraiment, si on cherche de la littérature scientifique indépendante, il y en a énormément. Mais justement, le site dont j'ai vu quelqu'un l'a écrit sur le chat là avant, nutritionfacts.org, tout est traduit et on a accès à toute la littérature. Le livre, il y a un livre qui s'appelle Comment ne pas mourir, qui a été traduit en français aussi, que j'ai. Ah non, mais d'ailleurs, c'est pas vrai. En français, il s'appelle comme ça. Il est aussi comme ça, il est en édition poche, il coûte moins cher. Et donc, ils ont changé le titre. Mais là-dedans, il y a vraiment tout. Puis il y a des centaines de références correctes. Simplement que si vous regardez la Société suisse de nutrition, mais toutes les sociétés de nutrition font ça, en gros, elles sont sponsorisées par les lobbies, en fait. Donc, on aura tendance à utiliser des études qui ne sont pas de très bonne qualité. Uh-huh. Et par rapport à la spiruline, il y a quelqu'un qui revient, donc elle n'est pas conseillée pour le faire. Oui, chlorella sera aussi bien, quoi. Puis on évite les problèmes de B12. Mm-hmm. Mais justement, une alimentation complète devrait régler un problème de fer potentiel. Donc, si on n'a pas de carence, il n'y a pas besoin de faire attention à avoir assez de fer. Si ça vous parle. Et par rapport au lait de coco, est-ce qu'il est sain, trop gras ou mauvais gras? Mauvais gras. Les graisses saturées, c'est mauvais de toute façon, que ce soit animal ou végétal. Donc ça, il faut vraiment éviter. Après, c'est sympa dans un dessert, une fois de temps en temps, ça va tuer personne, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment éviter. La graisse de coco, c'est bien pour les cheveux, pour la peau, c'est un super bon démaquillant, tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas l'avaler. Ça épaissit le sang, ça épaissit ça endommage. Enfin, bref, c'est pas bon. Il faut éviter. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. On peut peut-être laisser quelques minutes s'il y a encore d'autres questions qui arrivent. Moi, j'ai une question à Laurence. Est-ce que peut-être que tu l'as dit tout à l'heure, mais je ne suis pas très au clair. Est-ce qu'on peut être en excès de protéines, et notamment pour des enfants en bas âge? Oui, bien sûr. Oui. C'est le cas un peu, la majorité des maladies métaboliques qu'on a, donc cardiovasculaires, cancer, diabète, auto-immune et tout, sont liées à l'excès de protéines dans l'alimentation, et spécifiquement aux protéines animales. Donc même si on arrive à avoir un taux de protéines végétales élevé dans l'alimentation, on n'aura pas les mêmes risques que de protéines, qu'avec les protéines animales.
en général liées au sulfure qu'on trouve dans les protéines animales, qui créent de l'acidité justement, puis qui augmentent. Puis aussi, simplement, dans les protéines animales, on a plein de mauvaises choses qui viennent avec. Protéines végétales, on a des fibres, des vitamines, des antioxydants, toutes ces choses-là. Dans les protéines animales, on a non seulement la protéine animale qui est déjà en elle-même pleine de soufre et de choses comme ça, mais en plus, on a les graisses saturées, le cholestérol, pas de fibres, très peu de vitamines, très peu d'antioxydants, des sels minéraux dans des ratios qui ne sont pas bons. Donc, mais si l'enfant est végétalien, ah oui, non, on peut pas. Il n'y a pas de risque de surdose de protéines. Non, bah, après, je ne lui donnerai pas de poudre de protéines, hein, on est d'accord. Mais je veux dire, si on a un enfant qui mange du tofu de temps en temps ou je ne sais pas quoi, ça ne va pas poser un problème. Ok, merci. Est-ce que vous avez encore des questions? Ah, il y en a qui arrivent. Comment assaisonner des céréales sans huile, crème de coco? Facile. Non, mais moi, j'ai déjà 2-3 recettes sur mon blog justement de sauce. C'est en général ce que je fais dans mes ateliers, justement, parce que tout le monde sait cuire du riz, mais on ne sait pas forcément quoi manger avec. Mais il y a toutes sortes de moyens de faire, en gros. Mais je ne sais pas si vous connaissez Jean-Philippe de la cuisine de Jean-Philippe. Ça vous dit quelque chose en général? Oui, non? Pas? Si jamais lui, il fait toujours des sauces, alors il met toujours pas mal d'huile quand même, mais il fait tout le temps des sauces qui sont en gros à base de vinaigre balsamique, sauce soya, moutarde dans différents ratios. Puis en gros, vous mélangez tout ça, vous mettez un tout petit peu de farine de riz et ça s'épaissit quand on le cuit en fait. Donc vous pouvez mettre des légumes avec, ça rend quelque chose d'un peu plus épais sans avoir d'huile et puis on peut manger ça avec du riz ou la sauce tomate par exemple, c'est aussi intéressant. C'était quoi le reste de la question? Je ne sais plus. C'était juste comment assaisonner les céréales en général sans utiliser d'huile ou de crème de coco du coup. Ah voilà, oui. Oui, et bien puis pour justement les currys et choses comme ça, en gros, de nouveau, utilisez, si vraiment vous voulez, un lait de coco, mais à boire en fait, hein, pas le lait de coco crème, si vous voulez le goût du coco. Et puis, il y a quand même un peu de graisse dedans, mais il y en a moins que dans le lait de coco qu'on trouve en petites briques, qui est vraiment de la crème. Et puis justement, faire la même chose avec un peu de farine de riz. Une fois que ça chauffe, ça épaissit et puis ça remplace la graisse en fait. C'est pas aussi crémeux, je dois quand même le dire, mais ça fonctionne. Et puis, il y a Raphaël qui rajoutait qu'elle ne comprend pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui jurent que par les produits à base de coco. Et puis, elle demande ce que vous en pensez. Pourquoi? Il n'y a aucune étude valable qui montre que le coco soit sain, en fait. Je pense qu'il y a eu, si je me rappelle bien, il y a eu une étude au départ qui a montré un bénéfice énorme pour je ne sais plus quelle raison, qui était mal faite et qui a été retirée. Et puis, depuis, on sait vraiment qu'il n'y a aucun intérêt scientifiquement à l'huile de coco dans l'alimentation. Il y a d'ailleurs plusieurs vidéos sur Nutrition Facts qui parlent de ça avec les références dans les sources, si jamais ça intéresse. Bon, en tout cas, oui, Karine? Oui, j'allais dire, il n'y a plus de questions, hein, je crois. Non, bravo Laurence pour la réactivité. Du coup, Laurence, tu as oublié de parler de quelque chose. Tu vas bientôt éditer un livre. C'est juste, il est en édition. Qui est justement sur les mythes de l'alimentation végétale. J'ai failli dire animale. Les mythes de l'alimentation végétale avec toutes les sources et les choses dont j'ai parlé là, plus clairement que dans la conférence que je viens de donner. Donc, merci de m'avoir suivi quand même. Hein. Mais je ne sais pas encore quand il va sortir. Il sera en e-book de toute façon. Et si vous vous inscrivez sur ma newsletter, vous serez avisé de quand il sortira. Ouais, donc ta newsletter, on l'obtient sur ton site plantastic.com. Plantastic.com, oui. Et puis, pour ceux qui ont peur d'être bombardés d'emails, rassurez-vous. Je crois qu'il y a juste une présentation au début. On reçoit 3-4 emails de présentation, mais après, c'est vraiment que... En gros, j'envoie des emails quand je fais des conférences ou des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment d'autres choses. Donc, si jamais, il ne faut pas avoir peur. Cool. Bon, merci beaucoup, Laurence.